Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. On n'a pas fini de parler des dernières correspondances du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République à un membre du gouvernement ainsi qu'au Premier ministre. Les instructions de Ferdinand Gongo limitent clairement l'action d'une de ses collègues, de même que celle du chef du gouvernement auquel il appartient. La lettre datée du 13 août interdit, sans autre forme de procès au gouvernement, de se mêler des nominations au sein des entreprises et établissements publics, malgré la forclusion des mandats des responsables. L'autre correspondance limite le champ d'action des missions de contrôle et de vérification du contrôle supérieur de l'État aux actes liés à la gestion des responsables en poste. Il est donc clair, comme le rappelle le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, les questions concernant la nomination et la validité des mandats des dits responsables sont quant à elles de la compétence exclusive du président de la République. Equinox Soir, c'est tout à l'heure à 20h le journal de Cédric Noufélé, suivi quelques instants après du débrief. Madame, monsieur, tout de suite, et maintenant c'est le fait du jour. Nomination et validation des directeurs généraux et présidents de conseils d'administration des établissements et entreprises publiques. On attend le président de la République. Pour en parler ce soir, je suis en plateau avec le docteur Étienne Senou. Bonsoir. Bonsoir, c'est Galin. Voilà, bienvenue sur le plateau. Merci, c'est ma première fois. Ouais. On passe à cette émission et j'espère pouvoir être... D'où l'émotion, vous êtes un peu trop ému là, c'est ça? Ah bon, on peut dire, oui, on peut dire. Ok, voilà, bienvenue. Sociopolitiste, docteur Étienne Senou. Merci, bienvenue une fois de plus. En face de vous, Léopold Chindiou. Bonsoir Léopold. Bonsoir Serge-Alain, je devrais quand même, avant de commencer, m'acquitter d'un devoir, t'adresser une fois de plus mes condoléances, parce que ça, il faut le dire, tu es très courageux ce soir, présenter une émission à la veille de l'enterrement de sa maman, ça, il faut le faire une fois de plus, chapeau bas. Voilà, merci Étienne. Merci Léopold, journaliste. Ouais. Tout à fait, journaliste, directeur de publication, voilà. Hebdomadaire, week-end. Week-end, voilà, bienvenue une fois de plus, vous êtes un habitué, vous. Merci. En face, maître Georges Tighem. Bonsoir maître. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à vos téléspectateurs fidèles et toujours nombreux, bonsoir à mes companélistes. Et je veux aussi à mon tour m'acquitter du devoir de te présenter mes sincères condoléances et te souhaiter beaucoup de courage dans l'accomplissement de la mission qui est la tienne. Ce n'est pas facile, il faut le dire. Il faut le reconnaître, mais tu es un soldat, je te sais fort et je sais que tu sauras surmonter cette épreuve. Je te souhaite beaucoup de courage dans ce moment difficile et souhaite que pour l'avenir, tu penses à toi, tu penses au pays que tu sers. Parce que tu es un serviteur du pays. À travers ton travail, tu sers ce pays, tu sers cette nation et nous te sommes tous reconnaissants. Ok. Maître Georges Tighem, avocat au barreau du Cameroun. En face de lui, il était déjà là hier. Le docteur Louison Essomba. Bonsoir docteur, ça c'est des sujets qui vous intéressent. Hein? Très bien, merci Serge. C'est pourquoi j'ai fait appel une fois de plus à vous. Hein? Justement, je l'ai compris. Oui. Merci Serge autour de l'invitation renouvelée. Je veux faire l'économie des condoléances qui vous ont déjà été présentées par les autres copanélistes. Je voudrais saluer respectueusement vos téléspectateurs. J'espère que nous aurons des arguments suffisants pour apporter des éclairages sur cette question hautement républicaine. Ok, je commence par vous, docteur, avec cette nouvelle qui est tombée à 17h. Un nouveau directeur général à l'Agence de régulation du secteur de l'électricité ARCEL. Il s'agit du nommé Nkou Jean-Pascal qui vient remplacer Jean-Pierre Ekedi. Pour vous, ça veut dire quoi? Je commence par vous. Justement, cette nomination s'inscrit dans le strict respect de la loi de 2017. Vous voyez, mais il a fallu que Jean-Pierre Ekedi jette le pavé dans la main, qui sonne forcément. Et c'est en cela que je suis satisfait parce que
Et dans ce pays, il faudrait qu'on respecte désormais la légalité. Oui. Vous avez vu le décret, j'allais dire la loi de 2017 est claire en son article 42, que lorsque vous avez fait un mandat de 3 ans renouvelable 2 fois pour les entreprises publiques et 1 fois pour les établissements publics, parce qu'il faut différencier. Et dès lors que le mandat est échu, il faudrait justement que le président de la République procède à la nomination des nouveaux responsables. Oui. Et vous voyez donc que l'intérêt de cette loi est porteur, c'est-à-dire que ça démontre que cette loi lie le président de la République de nommer à temps les dirigeants dès lors que leur mandat est échu. Et bien entendu, on va revenir sur un autre aspect, et aussi, ça démontre que le président de la République reste dans l'autorité, comme l'indique encore si bien cette loi, c'est-à-dire que reste l'autorité qui détient la compétence exclusive de nommer toutes ces personnalités. Donc, je me dis, et c'est une réalité, cette loi est la bienvenue. Ça permet de sorte que des dirigeants ou des directeurs qui sont nommés à des postes ne s'éternisent pas. Je connais un des directeurs aujourd'hui qui a 28 ans dans une structure publique. Oui. Et une anecdote, si vous voulez une digression, son fils est venu des États-Unis et lui a dit, mais papa, laisse cette fonction et je te paye le double de ce que te donne l'État. Parce que te maintenir 28 ans durant à ce poste, moi j'estime que c'est une humiliation. Donc cette loi vient à point nommé pour justement lier le président de la République à agir. Ce décret-ci, de 17 heures. Oui, j'ai dit d'abord la loi de 2017. Oui. C'est-à-dire qu'on respecte, dans le décret vient d'en respecter. Sauf qu'il y a eu problème. On sait justement la sortie du secrétaire général. C'est ça qui est l'objet en fait de cette émission-ci aujourd'hui. Oui, justement, l'instruction du secrétaire général de la présidence de la République vient simplement rappeler les dispositions de la loi de 2017. Oui. Mais aussi, peut-être avec une entorse que nous allons relever, parce que dire qu'on doit laisser les directeurs, même après que le mandat soit échu, voilà. Je pense que là, c'est tomber dans l'illégalité et c'est piétiner le principe de juridicité. Parce qu'en réalité, les actes que poseront ces dirigeants, une fois leur mandat échu, seront des actes illégaux. Et vous savez, cela peut entraîner leur responsabilité pénale, parce que si un directeur décaisse de l'argent, et pourtant il n'a plus qualité. C'est contre tout ça que vous laissez prémunir Jean-Pierre Kédi. Oui, justement, on peut donc engager sa responsabilité pénale. Je parle là sous le contrôle d'un avocat qui vendra certainement un avantage éclairé. Donc, on peut engager sa responsabilité pénale. Donc, c'est pourquoi je suis satisfait de ce décret qui vient d'être pris, parce que là, le législateur a lié le président de la République d'agir et de mettre en œuvre l'exercice de son pouvoir réglementaire de nomination. Voilà, Léopold, vous vouliez réagir, mais tout à l'heure, le docteur Essomba a parlé. Nommé à temps. Il a dit nommé à temps. Est-ce que le président a nommé? Non, je ne serais pas. Parlons simplement, est-ce qu'il a nommé le directeur général? Je ne serais pas aussi enthousiaste que le docteur, parce qu'en réalité, cette nomination m'a l'air plus comme une sanction, parce que ça, il faut le dire. Monsieur Kédi a osé défier le président de la République à un moment, s'il faut le prendre ainsi, c'est-à-dire qu'il a rappelé... Jean-Pierre Kédi a défié... Jean-Pierre Kédi, on peut le dire ainsi, quand même, parce que c'est lui, quand même, qui a ouvert cette vanne-là pour appeler au chef de l'État qu'écoutez, il y a une loi, il faut qu'on respecte la loi, donc il faut comprendre quand même qu'il était bien dans la cible de ceux qui pensent quand même qu'on ne défie pas le prince n'importe comment. Ça, c'est la première chose à dire. Donc, on ne peut pas voir en cela... un acte de légalité du chef de l'État. Non, je ne pense pas. C'est beaucoup plus une sanction. On a dit, OK, comme tu as voulu partir, tu vas partir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, justement, quand j'entrais dans ce studio, lorsqu'on m'a parlé des nominations, évidemment, moi, j'étais bien content. Ouf, j'ai voulu en savoir un peu plus. Oui. J'ai compris, le nouveau DG s'appelle Nkou. Oui. Je me demande, est-ce que ce n'est pas le fils de l'autre? Ça, il faut se poser cette question. La deuxième chose, c'est que le PCA s'appelle Aléocole. Je me demande toujours pourquoi les mêmes. Est-ce que Paul Biya a un réel problème pour régénérer le personnel dirigeant de ce pays? Parce que ces mêmes Aléocole, c'est des noms qu'on entend depuis des dizaines, une quinzaine d'années. Donc voilà les deux choses que je peux dire sur cette question. D'abord, le docteur Seignou, une sanction vis-à-vis de Jean-Pierre Kédi, qui a osé rappeler les dispositions de la loi de 2017? Non, en fait, il s'en tient à la loi. Oui. C'est tout. S'il a fait ses 9 ans et qu'il estime qu'il veut se prémunir d'un certain nombre de choses, bon, il est libre de déposer et de faire ce qu'il a à faire. Mais il faut dire que, étant donné aussi que le texte ne prévoit pas un délai au président de la République pour nommer de nouveaux directeurs,
Parce que, mais si on dit que c'est 9 ans et que ça finit, le texte aussi prévoit que bon, le président a jusqu'à tel nombre de temps pour nommer des nouveaux. Mais s'il n'y a pas ça, ben, le président, c'est des postes aussi politiques. Et le président peut avoir ses raisons pour lesquelles il ne s'active pas à nommer de nouveau. Et puis le pays est en situation de crise. Et il faut le rappeler. Moi, je voulais dire que cette situation de non-nomination des directeurs, pour moi, ce n'est pas un problème. Parce que quand un pays est en situation de crise, les choses ne peuvent plus fonctionner normalement. Je vous prends le cas de la Belgique. En 2007, en juin, il y a eu des élections, il y a eu absence de gouvernement. Pendant près de 6 mois, on n'a pas nommé. Voilà, effectivement, donc ce n'est pas un problème si on ne... C'est des postes politiques. Donc, or, les nominations sont des actes discrétionnaires très, très subjectifs qui relèvent de la compétence du président. Il a des raisons, puis il peut tenter de faire des enquêtes, il peut attendre cela. Et puis le pays est en crise anglophone, etc., crise au nord, etc., crise post-électorale, tout ça là, conditionne. Je ne justifie pas, c'est pas que je soutiens, mais j'explique. Ouais. Et en même temps, je dis qu'il était aussi dans ses droits. S'il estime qu'il a terminé son mandat de 9 ans, il peut déposer sa Donc pour vous, ce n'est pas une sanction. Comme pour Léopold, c'est une sanction. Parce qu'il a osé rappeler ça. Bon, ça, c'est des lectures assez... Moi, je ne vois pas... Serge, si tu permets, je vais étayer encore mon argumentaire. Oui. Parce qu'en réalité, il faut dire... Le décret du président de la République tombe 2, 3, 4 jours après une instruction venant de lui, qui au même moment demande qui rappelle au ministre de tutelle que le pouvoir de nomination, c'est moi. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'a pas vu l'urgence aujourd'hui de procéder à la nomination d'un nouveau DG à l'ARCEL. Après la sortie 3-4 jours de cette note qui fait l'objet de cette émission pratiquement. C'est-à-dire qu'on a jeté dans l'actualité un fait et puis le temps de commenter, on nous donne un autre fait pour nous amadouer comme d'habitude. Voilà, Maître Teguem, sur cette situation, un nouveau DG à ARCEL. Écoutez, je suis quand même un peu surpris qu'on soit en train de parler de sanctions. Moi, je pense que M. Kédi était parti, il n'était plus là. Donc, il n'avait plus de sanctions à prendre contre lui puisqu'il n'était plus là. De toute façon, il fallait simplement pouvoir un poste qui était vacant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur les pouvoirs discrétionnaires du président de la République. Oui. Il faut que l'on se comprenne très bien. Le poste politique est un poste laissé à la discrétion de celui qui désigne. Et quand c'est discrétionnaire, vous nommez qui vous voulez et quand vous voulez. Quand vous voulez. Qui vous voulez et quand vous voulez. Je dis bien qui vous voulez et quand vous voulez. C'est-à-dire que même s'il n'a pas fait 9 ans, Monsieur le Président de la République, en vertu de ses pouvoirs constitutionnels qui sont au-dessus de la loi, peut décider de décharger un DG de ses fonctions. Le Président de la République, quand il exerce des prérogatives constitutionnelles, n'est pas limité dans l'exercice de ses prérogatives par une disposition de la loi. Non. On est en matière de hiérarchie des normes et la Constitution a une valeur supérieure à la loi. Dès lors que la Constitution n'est pas violée, on est en pleine exécution des prérogatives constitutionnelles et on ne peut pas prétendre que M. le Président de la République a violé la loi. La loi, la Constitution en son article, je crois, 8 ou 10, alinéa 10, dispose bien qu'il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Maintenant, cette compétence, il la partage avec son Excellence ou alors avec Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, parce que c'est lui l'Excellence et non le Premier ministre. Avec le Premier ministre, c'est une compétence partagée, sauf en ce qui concerne les emplois militaires. Mais aux emplois civils, le Premier ministre également est pourvu des mêmes compétences. C'est ce que l'on retrouve dans la plupart des sociétés commerciales où le DG et le DG ont les mêmes pouvoirs. Donc, il s'agit de compétences partagées, à la différence que le Premier ministre, chef du gouvernement, est limité dans l'exercice de ses compétences de nomination par la réserve qui a sorti dans la Constitution qui dispose expressis verbis sous réserve des pouvoirs reconnus au président de la République. Donc, entre les deux, il y a compétences partagées, sauf que l'un a des pouvoirs qui sont limités par le pouvoir du patron. Et c'est normal dans une démocratie en République, parce que dans la République, le président de la République est élu au suffrage universel, c'est lui qui rencontre la nation, c'est à lui qu'on a conféré le mandat, c'est lui qui vient expliquer en vertu des pouvoirs, ou alors les actes qui ont été pris par lui, c'est lui qui rend compte, et donc par conséquent, il est plus engagé que le Premier ministre chef du gouvernement, parce que c'est lui en plus qui le choisit. Lorsque le Premier ministre pose un acte et que ça crée un tort à quelqu'un, la première des choses, c'est que le président de la République n'a pas été... Donc, comme c'est le premier responsable, il est bien normal que la Constitution lui attribue des pouvoirs et réserve ceux du Premier ministre. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Docteur Luison, compétences partagées, comme a dit M. Teguem, Premier ministre, Président de la République, mais il y a surtout cette lettre du 13 août qui pose problème. Que ce soit un membre du gouvernement qui vient de rappeler comme ça au chef du gouvernement
ce qu'il a à faire, qui ne devrait pas outrepasser. Ça fait l'objet de l'émission d'avant-hier. Pour donner suite à votre question, je voudrais juste faire un petit rappel que la discrétion ne s'écarte pas de la loi. Ah oui. Ah oui, ça c'est un principe général de droit. C'est-à-dire que même s'il y a pouvoir discrétionnaire, la discrétion ne doit pas s'écarter de la loi. C'est pourquoi je parle du principe de légalité ou du principe de juridicité dans son ensemble. Cela veut dire quoi? Je l'ai dit tout à l'heure que quand le président agit, surtout dans le cadre le cadre de l'espèce de la nomination, et en fonction de la loi de 2017, la loi le lit en lui disant, Monsieur le Président, quand un directeur est arrivé à 9 ans, voilà, il faut pouvoir son remplacement. C'est ce que la loi dit. Mais donc, on dit que le temps, il peut le faire quand il veut. Non, c'est-à-dire qu'il y a déjà... Quand il veut, ça peut mettre 10 ans, c'est ça? Écoutez, je veux préciser que ceci. Oui. Le problème, c'est qu'il y a un vide juridique. La loi n'a pas précisé le temps après la fin. Et puis le texte dit clairement ceci. C'est 3 ans, renouvelable 2 fois. Oui. Donc, et puis ça dit que ça ne peut excéder 9 ans. 9 ans. On n'a pas dit que... c'est ce qu'a fait Jean-Pierre Kédi. Ok, voilà. Merci. Écoutez, et puis, je voudrais faire une autre précision. La démission est aussi un acte subjectif. Vous pouvez démissionner à tout moment. On ne va pas vous demander... Vous écrivez vos démissions et puis vous dites vos motifs. Vous pouvez démissionner en cours de mandat. C'est pas obligé d'attendre la fin. Ok. Donc écoutez, il faut être précis sur cette question parce qu'il ne faut pas qu'on se mêle les pédales. Oui. Quand vous avez fait 3 ans, on vous dit c'est renouvelable 2 fois, c'est-à-dire que vous devez faire 9 ans. Maximum. Cela veut dire que quand vous avez déjà fait les premiers 3 ans, il y a ce qu'on appellerait une reconduction tacite, c'est-à-dire le président n'a pas besoin de prendre un acte de renouvellement. Mais dès que vous avez franchi le cap des 9 ans, cela veut dire que la loi est claire et dit que il y a dans cette situation, on pourrait dire, un cas de vacances. C'est-à-dire que dès que les 9 ans sont échus, l'échéance est échue, cela veut dire que vous n'avez plus qualité. J'insiste sur ça. C'est la raison pour laquelle l'article 42 de cette même loi est clair. C'est-à-dire qu'au-delà de ces 9 ans, tous les actes que vous allez prendre ont un caractère illégal et sont nuls et de nul effet. Ça veut c'est clair, monsieur. Je ne sais pas si vous avez lu la loi. Moi, je suis légaliste. Je ne fais pas une analyse politique. Et ça veut donc tout simplement que, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le président de la République est donc dans ce qu'on appellerait une compétence liée. C'est-à-dire, une fois que les 9 ans sont achevés, il a l'obligation, et c'est la loi qui le lie, de pouvoir au remplacement des autorités, des dirigeants qui ont déjà atteint 9 ans. Et je vous disais tout à l'heure que cette loi vient dans un contexte précis de ce que beaucoup de dirigeants ont, par exemple, été jetés aux oubliettes à des postes. Pendant longtemps, vous avez ceux qui ont 30 ans à la tête des entreprises, ceux qui ont 25 ans. Et on estime que ce n'est pas en guise d'efficacité quelque chose de normal. Et Maître a parlé tout à l'heure d'un problème de démocratie, de tout cela. Je dis bien sûr, oui. Mais retenons ici que, mon frère, il y a la loi. Et le président de la République, dans la hiérarchie des normes juridiques, le décret est inférieur à la loi. Et c'est la raison pour laquelle, en prenant donc ce décret, bien sûr qu'il y a discrétion, la discrétion n'échappe pas à la légalité. Et c'est pourquoi on estime que quand le secrétaire général de la présidence de la République, dans son communiqué, dans une instruction, il dit au contrôle supérieur de l'acte, ne pas contrôler. Ouais. C'est un acte grave, c'est-à-dire qui viole la légalité de l'article 42 de la loi. Oui, on va revenir tout à l'heure là-dessus, mais déjà, vous avez posé une autre question sur les rapports entre le Premier ministre et le président de la République. Oui, je sais que vous avez regardé cette émission à la maison, ou bien d'envie de donner votre avis. Oui, justement, non, pas même cela, c'est que j'ai consacré toute une thèse de doctorat sur le Premier ministre au Cameroun. Je voudrais simplement vous dire que, et Maître a si bien fait, il a cité l'article 8, je crois, alinéa 8 ou 10, oui, 10. Le président de la République exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Or, l'article 12 alinéa 3 dispose très clairement que le Premier ministre nomme aux emplois civils sous réserve des prérogatives reconnues en la matière au président de la République. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'en réalité, sur le terrain de la pratique, il y a comme un conflit de compétences. Parce qu'il peut arriver des moments donnés où le Premier ministre nomme par décret c'est un haut responsable des administrations publiques, un peu comme le directeur de l'hôpital à Kendra en 2012, Tonin, est nommé par le Premier ministre. Vous voyez un peu? Or, maintenant, ce qui se passe sur le terrain de la pratique, c'est quoi? C'est que quand le Premier ministre nomme donc par décret un des directeurs d'une entreprise publique, il faudrait l'approbation présidentielle, c'est-à-dire un visa du président de la République. Et ça fait donc de sorte que finalement, c'est le président de la République qui nomme, même si
on peut estimer que l'acte final est pris par le Premier ministre, mais au final, le visa du président de la République conditionne la nomination. Le Premier ministre peut proposer Serge Tour comme directeur de l'hôpital à Quintini, et Serge Tour est hostile au président de la République qui ne demande pas son visa. Le président fait donc ce qu'on appelle un veto dit de poche, c'est-à-dire il ne renvoie même plus la proposition de nomination au Premier ministre, il met dans sa poche. S'il estime qu'il peut faire une proposition au Premier ministre, lui dit non, je ne veux pas Serge Tour, mais je veux démettre Tegen, il renvoie donc ce qu'on appelle un veto dit officiel. Il renvoie cela au Premier ministre pour que le Premier ministre puisse prendre l'acte selon la volonté du président de la République. Donc voilà, en termes des rapports, ce que nous pouvons indiquer sur cette question. Le prochain jour, tout à l'heure, le docteur Isomba parlait de ces dirigeants, ces responsables d'entreprises qui sont aux oubliettes pratiquement. Est-ce que l'acte d'aujourd'hui, 17h, ça présage quoi? Que d'autres vont suivre? Non, je pense qu'il faut rester dans le contexte actuel, dans le contexte même de cette loi. Oui. Et dit que le décret d'application du 18 juin donnait, je crois, 3 mois aux dirigeants pour se conformer, aux dirigeants sociaux pour se conformer à l'esprit, à la lettre de la loi de 2017. Et les 3 mois, je crois que arrive à échéance le 19 septembre. 19 septembre. Alors, pour le cas de Arcel, voilà. Jean-Pierre Kédi. Ça, on est le donc, 19 septembre. Voilà. On est donc dans ce cas de figure-là. J'ai comme l'impression, et il ne faudrait pas qu'on se voie les yeux, parce qu'en réalité, la correspondance du SGPRC dénote d'une seule chose, bien de 2 choses. C'est que il y a dans le système, il y a un risque assez visible de destruction et d'autodestruction. Parce que la correspondance du chef de l'État, du chef de l'État via le SGPRC, lorsque vous lisez bien cette correspondance, c'était une façon d'attirer l'attention des uns et des autres, ou bien de ces ministres en charge de la tutelle des entreprises qui pouvaient être tentés de démettre ou bien de mettre sur la touche les dirigeants des entreprises. Oui. Voilà en réalité ce qu'on est en train de leur rappeler. Parce que voyez-vous, je vais prendre l'affaire de façon très simple. Vous avez à la tête d'un ministère, vous avez un ministre qui est en même temps PCA d'une entreprise sous tutelle. Lorsque vous regardez, vous lisez bien la loi de 2017, cette loi de 2017, elle demande à ce ministre PCA de déclencher la procédure de mise sur la touche du DG dès qu'on est arrivé à échéance des 9 ans. Ça veut dire que le ministère reste là pour peu qu'il ait des bisbilles avec son DG, il reste tranquillement, il engage la procédure de destitution tout en sachant que lui, même si la loi s'appliquait à lui, il sera mis sur la touche de son poste de PCA, mais il va quand même rester ministre. Pourtant, le DG qui est là devra perdre son poste. Donc, moi, je pense que il est question ici beaucoup plus d'éviter que ces ministres, patrons des tutelles des entreprises, n'aient un regard sur. Oui, docteur Suni. Oui, je voudrais faire une précision parce que je ne pense pas que si la loi dit, je n'ai pas tout le texte, j'ai lu seulement l'extrait qui concerne le mandat, mais je ne pense pas que la loi puisse dire que à terme, et voilà, ça s'arrête là, tout acte qui prend, parce que l'administration est continue. Il peut y avoir des situations de crise où votre hiérarchie n'est pas en possibilité de nommer quelqu'un d'autre au moment où votre mandat est achevé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous assurez les affaires courantes en attendant. Le cas de la Belgique est pris. Le Premier ministre en place pendant les 194 jours qu'a duré l'absence de gouvernement, assurait les affaires. Celui qui était le ministre sortant qui a perdu les élections, il administrait en attendant le nouveau gouvernement. Donc c'est pour dire que je ne pense pas, je n'ai pas le texte, mais quand je vais chercher le texte après pour voir si cela est vraiment dit. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est une loi assez suicidaire. Parce que le mandat peut arriver à terme, votre chef n'est pas en possibilité de vous. Il est peut-être en voyage, il est peut-être cela, mais vous allez continuer à gérer les affaires. Si vous estimez que vous attendez quelqu'un d'autre, il faut assurer les affaires courantes. C'est ce que je pense. Maître, est-ce que vous comprenez ce débat? L'application des lois de 2017 et les textes qui accompagnent, les décrets qui accompagnent, tout ce débat. Non, je une façon de dire que ça peut encore attendre. Je comprends tout à fait le débat. Le débat vient de ce qu'une série de textes ont été pris pour améliorer la gouvernance publique. Justement. Bon, effectivement, comme les textes sont pris pour améliorer la gouvernance publique, il se trouve qu'il y a une confusion malheureuse entre la hiérarchie
décret, loi, constitution. La norme suprême, c'est la constitution. Dès lors que le président exerce une prérogative constitutionnelle, elle couvre tout ce que l'on peut dire qui soit pas au même niveau que la constitution. Mais pourquoi cette instruction dans du SGPRC? Parce que le Premier ministre a le droit de nommer sous réserve des pouvoirs reconnus au président de la République. SGPR, délégataire de signature de son Excellence Monsieur le Président de la République, délégataire de signature de son Excellence Monsieur le Président de la République, rappelle simplement les dispositions de l'article 12 de la Constitution qui émettent la réserve. Donc c'est un rappel. Il lui dit, voilà, même si tu peux nommer aux emplois civils, et le docteur Somba fort à propos, pris l'exemple du directeur de l'hôpital, le Premier ministre nomme jusqu'au rang de directeur les chefs de division. Ils n'ont pas décret. Oui. Eux, ils ont une compétence partagée. Simplement, pour que lui ne nomme pas ou même n'envoie pas la proposition à la présidence de la République, le SGPR lui rappelle, parce que ça c'est un rappel, mais avec des mots qui sont des mots, si vous voulez, administratifs. La disposition qui donne la capacité au Premier ministre est une disposition constitutionnelle. Et dans cette disposition constitutionnelle, on lui dit sous réserve des pouvoirs reconnus au président de la République par les textes particuliers, en l'occurrence la Constitution. Donc le Premier ministre ne peut pas prendre un décret nommant dans une entreprise publique. Rappelle le SGPR que lorsqu'il s'agit d'une entreprise publique, attention, la réserve la s'applique. C'est tout ce qui lui rappelle. Non, mais parce que ce que vous dites, c'est qu'en réalité, il demande au Premier ministre de demander au ministre. Oui, c'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas directement au Premier ministre. C'est ce qu'il demande. Voilà, non. La correspondance est adressée au secrétaire général des services du Premier ministre. Tout à fait. Il lui demande de rappeler au Premier ministre. Voilà. Oui. Au ministre de rappeler au ministre. Un ministre ne nomme pas un directeur parce qu'un ministre ne prend pas de décret. Un ministre ne prend pas de décret. Il n'y a pas de décret de ministre. On va un peu lire. Hein, mais la loi de 2017 dispose clairement que, à échéance, le ministre de tutelle engage la procédure justement de remplacement des organes, des dirigeants. Et la lettre de Ferdinand Gongo est claire. J'ai l'honneur de vous faire connaître que le chef de l'État demande au Premier ministre, chef du gouvernement, de bien vouloir rappeler au chef des départements ministériels assurant la tutelle technique des entreprises et établissements publics que le pouvoir de nomination des dirigeants et organes sociaux des dites structures relève de la compétence exclusive du président de la République. Donc il ne s'agit pas du Premier ministre ici. Non, il s'agit des ministres. Oui, même s'il s'agissait des ministres, il rappelle simplement que la Constitution est la norme suprême et qu'en vertu des pouvoirs constitutionnels, il appartient exclusivement au président de la République de nommer. C'est ce qu'il rappelle. Et vous ne pouvez pas, alors qu'il y a une constitution qui dispose ou qui a des dispositions suffisamment claires, les substituer ou alors les établir un lien entre une disposition constitutionnelle et une disposition légale. Non. La loi est certes la loi, mais la constitution est au-dessus de la loi. C'est ce que je voulais faire observer. Docteur. Oui, je voudrais peut-être préciser à l'endroit du docteur Etienne que cette loi a prévu des mécanismes en disant que dès que la vacance arrive, on peut prendre les mécanismes, le conseil d'administration peut prendre les mécanismes de nomination d'un intérimaire en attendant que le président de la République puisse décider ou puisse nommer le directeur en question, en fait, dont le mandat est échu. C'est ce que précise la loi de 2017. Mais c'est pour ça que Jean-Pierre Kédi adresse sa correspondance au ministre des Mines. Alors, maître, je voudrais faire une précision. Vous savez, la nomination est un acte très important, une prérogative très importante, au point où, vous savez, en nommant, l'autorité titulaire de cette fonction a une haute vue sur l'administration. Et par la nomination, il peut ficeler un certain nombre de réseaux d'influence. Et c'est pourquoi la nomination est une question centrale dans un État, parce que un État ne saurait fonctionner uniquement avec de l'argent. C'est vrai que Jean Baudin disait que l'argent c'est l'honneur de la République, mais au-delà de cet argent, l'État a besoin des hommes. Et pour que l'État, le principe de la continuité du service public puisse se mettre en marche, il faudrait des hommes. Et le choix des hommes est très compliqué. Je vais vous dire une chose. La prééminence constitutionnelle et institutionnelle au Cameroun fait de sorte que c'est le président qui nomme tout le monde. Regardez, je vous prends un exemple. Simon Achidou Achou, interprétant les dispositions de l'article 12, alinéa 3, il nomme aux emplois civils. Qu'est-ce qu'il avait fait? Le président, en voyage en Suisse, Simon Achidou Achou a nommé 4 préfets. Parce qu'il a interprété que
je donne aux emplois civils. Suivez bien, il a nommé 4 préfets. Et au retour du président, un rapport lui est rendu et le président se rend compte que Simon Lachou a nommé 4 préfets. Qu'a fait le président de la République? Un mois plus tard, il a procédé à un chamboulement de tous les préfets et il a enlevé les 4 préfets qu'avait nommé Simon Lachou. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a donc permis de tirer le résultat, la conclusion au résultat de course. Ça veut dire que le président a rappelé donc à Simon Lachou que les emplois civils supérieurs relèvent de ma compétence et les emplois civils inférieurs, tu peux encore te battre là-bas. Et c'est ce que ça veut dire. Donc, Maître a tout à fait raison. Ça veut dire qu'en fait, la prééminence institutionnelle et constitutionnelle du président fait de lui l'autorité nommante de tous les dirigeants. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que quand le Premier ministre se nomme, il faut le visage du président. Vous voyez, c'est que c'est un moyen pour lui de contrôler les actes de nomination du Premier ministre. C'est un principe en droit administratif. Qui peut le plus, peut le moins. Oui, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Et regardez, quand le président, lui, il agit, ces actes ne bénéficient pas du contre-seing du Premier ministre. Donc, cela veut dire que, simplement que, quand le Premier ministre procède aux nominations, ces actes sont contrôlés par celui qui est supérieur, qui est le président de la République à travers les visas présidentiels. Voilà, comme j'ai dit, il y a un problème d'application des textes au Cameroun. Les textes sont bons, mais comme là, on a un cas patent là. Oui, la loi de 2017 est claire, mais l'application, d'où le rappel du secrétaire général de la présidente de la République. Non, je ne pense pas que... Bon, oui, c'est vrai, mais la loi ici, comme j'ai dit, est insuffisante. Il a parlé tout à l'heure... Il y a un vide, vous avez dit qu'il y a un vide juridique. Il y a un vide, puisqu'il dit que le conseil d'administration nomme un intérimaire, en attendant que le mécanisme pour trouver un autre. Mais pendant ce temps-là, ça fait combien de temps qu'il s'écoule? Jusqu'à quand? Pour que le président nomme un nouveau. Et il a dit tout à l'heure, la nomination des hommes, c'est compliqué. Et vous savez le contexte dans lequel on est. Et partout, il y a des détournements, etc. Et ça fait donc que pour choisir quelqu'un, ce n'est pas facile. Donc, et c'est pour ça que la loi ne peut pas dire que dès que ça arrive à terme, effectivement, il faut directement un nouveau directeur. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vrai qu'on peut anticiper que bon, il arrive déjà à terme, on peut pas. Mais ils sont nombreux. Il y a beaucoup de directeurs. C'est pas un seul poste. Si c'est un seul poste, quand on se rend compte que dans un mois votre mandat arrive, on commence à chercher votre successeur. Mais ils sont nombreux, c'est beaucoup de directeurs. Mais le dit, c'est pas qu'on soutient, on analyse sur la base des faits, du texte. La sortie de Jean-Pierre Kédi, c'était le 12 juillet. Hein? Oui, je crois. 12 juillet, je crois. Oui. Mais là, on a un nouveau directeur. S'il n'avait pas fait cette sortie, est-ce que... Parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont... Il y a des gens qui sont aux oubliettes, comme a dit le docteur Luisan, ils ne sont pas... Mais ça ne bouge pas de ce côté-là. On peut aussi se demander, est-ce que c'est à chaque fois que les gens démissionnent que le président nomme? Non, il n'a même pas démissionné. Il a juste rappelé. Il a juste rappelé, il n'a pas démissionné. L'attention du ministre de tutelle. Je suis très embêté parce qu'il y a un principe en droit aussi que je pense qu'on est un peu en train de l'ignorer. C'est celui des paralyses des fonds. C'est-à-dire que si vous avez été nommé par un décret, c'est un autre décret qui doit vous faire partie. Donc il ne faut pas que l'on mélange tout. La loi ne nomme pas. La loi dit comment on est nommé. Mais l'autorité investie du pouvoir de nomination, c'est son Excellence, Monsieur le Président de la République, par voie constitutionnelle. Et c'est l'élu de la nation tout entière. Il est une personne, une personnalité, un personnage. Il est à la fois une personne et une institution. C'est pourquoi un président de la République, il investit des pouvoirs énormes. Et ce sont des pouvoirs... D'ailleurs, c'est lui qui prend des engagements pour le pays, c'est lui qui veille sur l'intégrité du territoire. Ce sont des prérogatives constitutionnelles du président de la République. Et dès lors qu'il exerce une prérogative constitutionnelle, qu'il respecte le principe de paralysie de forme, on ne peut pas lui opposer une loi alors que, je dis encore une fois, il y a une disposition constitutionnelle qu'il est en train d'exécuter. S'agissant de la correspondance de monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, j'ai déjà donné mon avis dessus. Je pense et je crois qu'il est complètement dans son rôle parce qu'il est investi, je dis encore une fois, d'une délégation de signature et en qualité de délégataire, il peut bien, dans le cadre des missions qui lui sont conférées par la délégation. Et puis, il y a eu beaucoup de choses sur cette délégation, je ne vais pas revenir dessus. Moi, j'ai personnellement lu il y a plusieurs années la délégation de signature de M. Abou Machoui.
L'article 2 est très clair. Il discrimine lui-même les actes qu'il choisit de porter à la haute attention de M. le Président de la République. C'est écrit que M. le ministre, dans l'exercice de cette délégation, M. le ministre secrétaire discrimina lui-même. Et quand on dit M. Abomachoyi, c'était pas 5 ans après la prise de pouvoir par M. le Président de la République actuel. Donc, il était secrétaire général de la présidence de la République. Il avait bénéficié de cette délégation de signature. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé autour de sa délégation de signature, mais je peux vous dire qu'en vertu de cette délégation, il avait pris des actes qui étaient suffisamment forts. Donc, une délégation de signature, c'est un acte que le président de la République vous donne et vous prenez des engagements et vous écrivez à un ministre ou au premier ministre chef du gouvernement, au secrétaire général du service premier ministre, peut-être pas au premier ministre chef du gouvernement, parce que vous voyez que lui-même, il a vu qu'il ne faut pas écrire à son patron. Parce qu'il me souvient que, et puis je vais même peut-être embrayer dessus, Serge Alain, la fonction de secrétaire général de la présidence n'était pas assortie du titre de ministre. L'année où on a mis le titre de ministre, le président de la République avait fait une circulaire indiquant... En 2002. Effectivement, il avait fait une circulaire pour dire que j'aimais désormais ministre pour qu'il soit sous l'autorité du premier ministre chef du gouvernement. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est ce qui se vit là. Mais aujourd'hui, il n'est plus que ministre, il est ministre d'État. Il n'est plus que le premier ministre. Il n'est pas le premier ministre. Il n'est plus que ministre. Non, il est ministre d'État. Il est ministre d'État. Le premier ministre, c'est le premier ministre. Il ne peut pas écrire, il ne peut pas donner des instructions. Voilà son patron. Ça, c'est clair. C'est donc pour ça que on est d'accord quand même que la correspondance du 13 a un problème pour vous? Non, aucun, au contraire. Moi, j'ai dit que elle est normale. C'est ce que je vous dis depuis. Non. Je vous dis que c'est en vertu de la délégation de signature qu'il fait la correspondance. Oui. Au secrétaire général pour rappeler que, bon, informe, voilà, il n'écrit pas au premier ministre chef du gouvernement, parce que c'est son patron, il n'a pas d'instruction à lui donner. C'est bien ce que je dis. Si vous permettez. Mais ça en a tout l'air, à qui? Mais il n'écrit pas au premier ministre, Serge Alain. Toi-même, dit la correspondance n'est pas adressée à son excellence. Au secrétaire général des services du premier ministre. Je pense qu'il y a quand même des choses de base. Chaque fois qu'on doit faire un rappel à l'ordre, ça suppose qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. C'est de ça qu'il est question. Il s'agit de quoi? Pourquoi est-ce que, à cette période, si le SGPRC est amené à faire cette correspondance-là? Parce que, comme le dit l'avocat, le maître Teghem nous dit qu'il n'y a pas de problème, c'est un simple rappel à l'ordre. Mais ce rappel à l'ordre devait découler de quelque chose. Il s'agit donc de quoi? Mais à la vérité, comme disait quelqu'un, c'est parce que justement dans le sérail, les gars se guettent entre eux. Ils savent qu'il y a des postes à pouvoir du moment où la loi de 2017 doit rentrer dans son effectivité. Oui. Et là, il faudrait que qu'on rappelle aux uns et aux autres que, bon, vous savez... Excusez-moi, je sais pas. Il a une expression que je n'ai pas comprise. Vous dites quoi? Ce guette, moi je comprends pas ce que vous voulez insinuer. Le premier ministre est nommé par le président de la République. Très bien. C'est son patron. Très bien. Il ne presse pas de questions, il nomme qui veut. Très bien. Le président de la République investit des prérogatives constitutionnelles et discrétionnaires. J'ai dit ceci. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, peut-être a-t-il voulu simplement rappeler les dispositions constitutionnelles. Lorsque je parle de ce guette, c'est entre guillemets, parce que la correspondance du SGPRC est adressée au SGPRM, laquelle correspondance est destinée au ministre, au premier ministre qui rappelle au ministre chargé des tutelles. Voilà. Donc le problème c'est pas le PM, le problème c'est pas le secrétaire général du PM, de la primature, mais ce sont ces ministres chargés de la tutelle des entreprises d'État dont les mandats des dirigeants sociaux arrivent à échéance ces mandats sont déjà arrivés à échéance. C'est ça qu'il est question. Monsieur Sendjou, lorsqu'il signe ses correspondances, il est président de la République puisqu'il est délégataire. Oui. Et dans le cadre de cette délégation, il écrit au SGPR pour lui dire de rappeler au Premier ministre en tant que délégataire. Mais évidemment, donc délégataire. Entendons ce quelque chose. Le rappel visait, c'est-à-dire que pourquoi le rappel, l'opportunité de ce rappel, c'est ça le problème. Il lui rappelle l'article 8, alinéa 10. C'est ça. C'est-à-dire que tout le monde, il est haut fonctionnaire, il connaît les dispositions de la Constitution, tout ça. Pourquoi ce rappel? Il sait bien, tout comme vous l'avez si bien dit, le président de la République, il y a un article de la Constitution qui fait de lui le nommeur, le nommeur national. L'article 8, alinéa 10. Le PM le fait aussi, mais pour des emplois civils. Oui. Maintenant, pourquoi à cette période, si précisément on sort une correspondance pour rappeler aux uns aux autres que c'est le président de la République qui nomme? C'est ça le problème. Je dois pouvoir préciser quelque chose. Vous savez, quand le secrétaire général, la présidente de la République agit, s'il agit dans le cadre d'une délégation de signature, son instruction est normale, elle est légale. Mais si
parce qu'il a un pouvoir lui aussi de discrimination, parce que le secrétaire général de la présidence de la République peut discriminer un certain nombre d'affaires qui ne soumet pas à l'attention du président de la République, qui règle par lui-même. Et s'il a pris par lui-même d'adresser un tel communiqué sans qu'il y ait à la base une délégation de pouvoir, cette institution est illégale. Parce qu'en réalité, il s'adresse au Premier ministre, mais subtilement en passant par le secrétaire général des services de la primature. Or, dans ce cadre-là, l'instruction, d'ailleurs, une institution n'est pas au-delà de la loi. Vous savez que dans la hiérarchie formelle des actes administratifs, l'instruction est trop basse, c'est-à-dire que c'est d'abord le décret, l'arrêté, ainsi de suite. Donc, il faut donc chercher à savoir, est-ce que le secrétaire général de la présidence de la République a agi en se référant, en s'adossant sur une délégation de signature, ou alors il a agi par son propre chef en discriminant les dossiers. Et c'est ça donc que nous ne connaissons pas, mais compte tenu du contexte qui mène justement à confusion, parce qu'aujourd'hui, il y a une question qui se joue autour de la conservation du pouvoir. Et même quand un pareil test est porté à la connaissance des citoyens, ça veut dire qu'il y a un problème justement dans les rapports institutionnels entre le secrétaire général de la présidence de la République et le Premier ministre. Il ne faut pas se voiler la face pour le dire. Donc moi, je retiens simplement que et quand nous lisons la Constitution, Serge Alain, on se rend compte que même en matière de délégation de pouvoir, le premier bénéficiaire d'une délégation de pouvoir, ce n'est pas le secrétaire général de la présidence de la République, mais c'est le Premier ministre. Ça, c'est l'article 12, alinéa 5. C'est-à-dire l'article 10, alinéa 2. C'est-à-dire le Premier ministre est le premier délégataire des pouvoirs du président de la République. Maintenant, comme le secrétaire général de la présidence de la République est membre du gouvernement, mais lui, il est plutôt rattaché. Il est rapproché du président, puisque le secrétariat général est le premier service de la présidence de la République. Donc, le président préfère passer à côté par son proche collaborateur, c'est-à-dire que celui qui est à côté de lui, qui est le RGPR. Question de proximité. Voilà, la question de proximité. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu tous les secrétaires généraux de la présidence de la République, parce qu'ils sont proches du pouvoir. Ils veulent être près du pouvoir en les laissant. Merci, docteur. On revient dans un instant, madame, monsieur. Nous allons donc observer notre première pause. Je vous retrouve, bien évidemment, à la suite du journal de Cédric Noufelé pour Equinox. Sissoko Ayoktabé étant considéré comme l'un des acteurs du mouvement séparatiste anglophone qui pourrait jouer un rôle clé dans la résolution de la crise qui est observée depuis près de 3 ans dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous mardi, 20h. Rendez-vous mardi, 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir. Si vous nous rejoignez à l'instant, madame, monsieur, c'est Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Le débrief en compagnie du docteur Louison Essomba, maître Georges Teghem, docteur Etienne Seignou et Léopold Chindiou. Léopold, je commence par vous. Sissoko Ayoktabé, condamné hier par le tribunal militaire de Yaoundé, il est exactement 5h38, heure locale. Ben écoutez, pour le cardinal Christian Toumi, c'est ridicule. Ben écoutez, pour moi, ce que je vais dire là-dessus, c'est que je suis resté constant. La loi, c'est la loi. Et sur les raisons de la condamnation de Sissoko, vraiment, moi, je pense que je ne trouve rien hardi. On ne s'amuse pas à l'intégrité territoriale d'un État, d'un pays comme le nôtre. On voit comment nos ancêtres se sont battus pour qu'on en arrive là. On ne peut pas aujourd'hui accepter que si certains de ses fils se lancent dans des entreprises aussi sordides que parler de la sécession du pays aujourd'hui. Ceux qui voient en Sissoko un bon client pour un éventuel dialogue, moi je ne pense pas. Parce qu'il est toujours resté constant dans son discours aujourd'hui. Il dit toujours qu'il est prêt au dialogue, mais à une seule condition, c'est qu'on s'engage dans la division du Cameroun, et ça, c'est inacceptable. Ok. Et le verdict d'hier, comment vous l'avez accueilli? Vous avez surpris? Pas vraiment. Vous attendiez à ça? Pas vraiment, mais ce qu'il faut dire, c'est que il y avait une procédure qui était en cours et il fallait qu'elle s'achève. Et étant donné l'acte posé,
il y a un code pénal qui sanctionne, qui réprime l'attaque contre la République, parce que c'est ce qui s'est passé. Sur le plan de l'idéologie, l'État du Cameroun peut reprocher, et même l'ensemble du peuple camerounais peut reprocher la volonté d'avoir voulu faire sécession, diviser le Cameroun, alors que cette union du Cameroun avait été faite par un vote sous l'égide de l'ONU en 1961. C'est les Camerounais de la zone anglophone qui ont accepté de venir avec nous. Ceux du Nord sont allés au Nigeria. Donc, comment se fait-il qu'aujourd'hui on vient demander qu'il faut sectionner ce Cameroun-là, que ça se devienne une entité autonome. Et maintenant, à l'échelle de l'Afrique, nous sommes en train de prêcher les États-Unis d'Afrique, que les États-Unis d'Afrique puissent s'unir. Bon, d'où vient-il que maintenant qu'il y a encore des découpages internes dans les États, alors que nous sommes dans cette bataille d'unité de l'Afrique qui a commencé depuis 1960, depuis les premiers moments de l'indépendance. D'où vient-il avec Kwame Nkrumah depuis 1957? D'où vient-il donc qu'on soit encore en train de nous entre-diviser comme ça? Donc, sur le plan idéologique, il y a des reproches à faire. Okay. Maintenant, sur le plan militaire, il y a des actes qui ont été posés, l'attaque de prendre les armes contre la République. Dans n'importe quel pays, c'est condamné. Donc, il fallait s'attendre à cela. Et maintenant, on parle du climat de dialogue. Bon, la loi est là. Il faut quand même préserver d'abord la République, préserver les lois, pour que demain, les autres ne prennent pas aussi les armes, espérant que si s'ils font ça, on va les grâcer, ou alors on va les laisser après. Donc il faut préserver la République. Le reste peut être discuté après. Ok. Maître Tegem, certains pensaient que cette décision était la preuve patente de ce que le judiciaire n'est pas aux ordres de l'exécutif. C'est la République, Saint-Jalin, la République exemplaire attendue. Ou alors en construction, c'est la séparation des pouvoirs, c'est une décision de justice. Elle est critiquable, pas des voies de droit. Je ne suis pas l'avocat des Sissoko, ils savent bien ce qu'ils doivent faire. En droit, au Cameroun, il y a une séparation des pouvoirs. Quand la justice a dit le droit a été dit. C'est une décision, comme je disais tantôt. Et puis, au sujet du cardinal Toumi, je voudrais quand même dire un mot encore sur la laïcité, parce que c'est important de rappeler les principes. Il faut le dire, Serge-Alain, je veux peut-être dire un mot dessus. On parle de 1215, parce que c'est la grande charte qui fixe les garanties face au pouvoir royal et qui détermine la laïcité, qui est un principe. C'est 1215. On a étudié ça en classe de 3e. On dit la Magna Carta. Et pour retenir ça, chaque élève aimait bien le mot. Je veux rappeler la laïcité en disant que lors du vote du mariage, la loi sur le mariage pour tous en France, le cardinal de Lyon, Monseigneur Barbarin, avait dit ceci. Il disait, le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Quand le Parlement se prend pour Dieu le Père, il perd la tête. Ça, c'est la position de l'Église. Alors, le porte-parole du gouvernement français, répondant, avait dit, la laïcité de la République française ne souffre d'aucune exception. C'est la République, il faut rappeler les valeurs républicaines. Le Cameroun est un État laïque. Il faut insister dessus. Nous devons toujours le rappeler. Ils ont le droit de prendre des positions en tant que membres du clergé sur des sujets, mais nous rappelons toujours que c'est des positions qui n'engagent pas la République, parce que la République du Cameroun est laïque. Le reste, ce sont des commentaires. Et je vais terminer en disant, dans le débat public, c'est Jalin, parfois, on passe beaucoup de temps à discuter sur des choses qui, pour moi, n'ont vraiment pas de valeur. Moi, j'ai entendu ici des discussions au tribunal militaire. C'est Jalin. Au Cameroun, on a ratifié un texte spécial. Parce que j'insiste dessus. On parle toujours des textes sur les droits civils. Il y a le droit général et le droit spécial. Au Cameroun, le droit spécial en matière d'infraction de terrorisme, c'est la Convention internationale sur la lutte contre le terrorisme, qui fait office de droit spécial. Et l'article 2 de cette convention donne à chaque État partie de déterminer les juridictions qui sont compétentes pour juger de ce type d'infraction. Tout à fait. Donc, en vertu de ces dispositions, on ne peut pas, comme j'ai entendu, notamment devant toi, certaines personnes prendre des jurisprudences de droit commercial, notamment dans l'affaire, je ne vais pas citer les parties, où la Cour suprême du Cameroun a rendu une décision en matière commerciale et vouloir la faire appliquer au droit pénal. Le droit pénal est un droit singulier. Il y a le principe de l'interprétation stricte, il y a le principe de la territorialité. Il y a des principes qu'il faut toujours faire observer en rappelant que il faut se méfier et se garder de commenter les décisions de justice
d'apprécier les positions que la justice prend, parce qu'au Cameroun, je le rappelle, il y a une séparation des pouvoirs. Je finis en disant que tout à l'heure, nous avons discuté. L'idée m'est venue pendant la pause. Je voudrais partager cela avec le professeur ou le docteur Essomba. Docteur Luison Essomba. Ne pensez-vous pas, M. Essomba, qu'on a peut-être discuté pour rien? La loi ne disposant que pour l'avenir. Il me semble, quand je pense à ce que m'a enseigné en première année, un grand professeur, aujourd'hui malheureusement passé à l'oreille internelle, il avait dit la loi ne dispose que pour l'avenir. Si la loi ne dispose que pour l'avenir, est-ce que ce n'est pas en réalité le premier DG qui doit subir les fous de la loi 2007 que le président de la République a nommé ce jour? Je pense que c'est une piste qu'il faut explorer. L'idée m'est venue pendant la pause de tout à l'heure. Je pense que la loi ne dispose que pour l'avenir et on devait y réfléchir. Voilà, docteur Luison, d'abord sur le débrief. On finit d'abord avec le débrief. Le cardinal Toumi qui pense que ce qui s'est passé hier est complètement ridicule. Peut-être au regard, il s'appuie sur le contexte. Il y a une campagne de Back to School qui a engagé. On parle du dialogue national inclusif. Voilà que le couperet tombe. Perpétuité pour Ayouk et les autres. Par rapport à cette décision, je crois que je reste constant. J'ai eu à me prononcer sur la question hier. Je dois pouvoir indiquer que même les instruments juridiques internationaux, notre code pénal, ainsi de suite, quand un procès devient long, ça fatigue, on a l'impression qu'il y a un discrédit qu'on jette sur la justice. C'est la raison pour laquelle on dit que le procès ça doit se dérouler dans un temps raisonnable. Et au regard, proportionnellement à la sanction qui a été prise, je crois que Sissoko Ayutthaya et compagnie sont considérés comme des ennemis de la République. Parce que quand vous voulez diviser un État uni, et j'ai rappelé hier une disposition de la Constitution, l'article 1er alinéa 2, nous sommes une République une et indivisible. Et la vision de déstabilisation du Cameroun est considérée comme un acte terroriste. Et c'est la raison pour laquelle hier, j'ai insisté pour dire que je reste, comment dire, j'apprécie le juge parce que c'est même une décision politique, parce qu'il aurait pu prendre la sanction la plus radicale, la plus grave, qui est la condamnation à mort de Sissoko Ayutthaya et compagnie. Il a pris une sanction qui est une condamnation à perpétuité, une réclusion criminelle à vie. Et je me dis, tout n'est pas perdu. Et c'est en cela que moi j'apprécie l'attitude du président de la République. Il laisse faire la justice. Maintenant, l'on peut compter sur sa mansuétude. C'est-à-dire qu'il peut maintenant mettre en action les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, c'est-à-dire le droit de grâce, en ramenant d'abord la peine de Sissoko Ayutthaya peut-être à 20 ou à 30 ans, et bien entendu, et le gracier plus tard. Et peut-être utiliser aussi la technique de l'amnistie par une loi d'amnistie. Et comme je l'ai dit hier, la différence c'est simplement que dans la grâce, le décret de grâce, c'est-à-dire que le président vous lave, mais il ne lave pas vos péchés. Or, dans l'amnistie, la loi vous lave et lave vos péchés. Vous voyez, ça dit que pour le dire le plus simplement possible. Donc moi je dis, il y a des voies de recours. Maintenant indiqué, après la décision du tribunal militaire, il y a des voies de recours. Et je dois indiquer que aujourd'hui, le tribunal militaire de Yaoundé a une compétence générale. Parce que ce tribunal peut juger toutes les affaires qui sont commises, même à Douala. Pourtant, on a un tribunal militaire à Douala. Donc, ce tribunal militaire de Yaoundé a une compétence générale de toutes les affaires qui peuvent se produire sur toute l'étendue du territoire. Donc, je finis en disant que, bon, je ne saurais m'opposer à la sortie du cardinal Christian Toumi. Je sais que dans des pays tels que le Congo, on a vu en Afrique du Sud, avec Desmond Tutu, les prélats ont toujours joué un rôle important dans les résolutions des crises. Et c'est la raison pour laquelle cette sortie, on le connaît, on l'a toujours vu dans ses postures, c'est-à-dire contre le régime. Donc moi, ça ne me surprend pas et je me dis, c'est une bonne sortie. Reste à savoir simplement que les uns et les autres puissent comprendre que quand un pays n'est pas en paix, c'est son développement qui prend un coup. Voilà, merci cher monsieur, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Merci docteur Etienne Sognou. Merci. Merci. Voilà, merci maître Tegem. Merci Léopold. Merci Serge. Merci une fois de plus à vous, docteur Luison Essomba. C'est moi qui vous remercie. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Et qu'il en soit, rendez-vous. Moi, je vous retrouve mardi, lorsqu'il sera 19h. Bonne soirée. Ngoumou, Akono, Mfidakat.